Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire des petits rappels pour le devoir commun de quatrième qui arrive bientôt. Donc je vais essayer de rappeler un petit peu comment est-ce qu'on utilise par exemple le théorème de Pythagore, etc. sur tous les chapitres qui sont à connaître pour le devoir commun. Donc on va commencer dans l'ordre avec les nombres relatifs. Donc nombres relatifs, qu'est-ce qu'il faut savoir faire avec les nombres relatifs? Il faut savoir calculer avec les nombres relatifs. Donc, on va prendre un exemple tout bête tout de suite. Je vais vous donner un calcul avec des parenthèses, des priorités, etc. 6, moins 8, fois moins 2, plus moins 7. Voilà ce calcul. Donc, déjà, premièrement, quand vous avez un calcul, on passe à la ligne et on doit écrire le calcul en entier avec bien sûr, en changeant bien sûr le calcul prioritaire par son résultat. Donc ici, la priorité, c'est quand il y a un calcul dans une parenthèse ici. Et après, c'est les multiplications-divisions, et après, c'est addition-soustraction, tout ça de gauche à droite. Donc là, j'ai une parenthèse avec un calcul dedans. Je peux le souligner même, voilà, comme ça je sais que c'est ça qu'il faut faire en premier. 6 moins 8, c'est juste en dessous, c'est ce qu'il faut écrire en premier. 6 moins 8, ça fait combien? Ça fait moins 2. Et j'ai le droit de l'écrire entre parenthèses. Fois moins 2 plus moins 7. D'accord? Je dois réécrire le calcul en entier. Je repasse une ligne. Moins 2 fois moins 2 plus moins 7. C'est quoi la priorité? C'est la multiplication. Moins 2 fois moins 2. Là, j'ai une multiplication avec deux nombres négatifs. Le résultat est positif. Donc moins 2 fois moins 2, ça fait 4. C'est comme si on faisait 2 fois 2. Et ensuite, plus moins 7. Plus et moins, quand ils se suivent, ça fait moins. 4 moins 7. Et là, 4 moins 7, je suis à 4, je descends de 7. C'est comme si on faisait 7 moins 4, mais avec un résultat négatif, puisque la distance à 0, ici, 7 est plus loin de 0 que 4. Donc 4 moins 7, c'est négatif. Et ensuite, il reste 3. C'est l'écart entre 4 et 7. Voilà. Donc ça, petit rappel sur les nombres relatifs. Je rappelle, la règle des signes, c'est quand on multiplie deux nombres positifs ou deux nombres négatifs, le résultat est positif. Quand on multiplie deux nombres de signes différents, le résultat est négatif. Et puis il y a les signes qui se suivent. Si vous avez deux signes différents qui se suivent, ils se transforment en moins. Si vous avez deux signes identiques, moins moins ou plus plus, vous pouvez le transformer en plus. Voilà. Alors, une fois qu'il y a les relatifs, il y avait aussi un peu de scratch à revoir. Je ne vais pas le revoir en vidéo. Ça, je vous laisse le revoir tout seul. Il y avait le théorème de Pythagore et sa réciproque. Donc, on va commencer par la réciproque. Hop. Réciproque du théorème de Pythagore, avec un P majuscule, T, Y, T, H, A, G, O, R, E. Alors, la réciproque du théorème de Pythagore, vous avez dans tous les cas un triangle. Vous ne savez pas s'il est rectangle, ce triangle. Vous ne savez pas s'il y a un angle droit. Et c'est le but. Le but de la réciproque du théorème de Pythagore, c'est de savoir si le triangle est rectangle. Et vous connaissez du coup forcément les trois longueurs du triangle. Allez, hop, 3, 4, 5. Pour faire correctement, déjà, on repère le plus grand côté. Le plus grand côté, c'est BC. On écrit BC égale, alors 5, puisque là, on aurait pu mettre centimètres, mais bon, j'ai pas mis d'unité. Donc BC égale 5, plus grand côté. BC, c'est le plus grand côté. On calcule son carré. BC au carré, ça fait 5 au carré, ça fait 25. On calcule maintenant la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AB au carré plus AC au carré. AB au carré, c'est 4 au carré. AC, c'est 3, donc 3 au carré. 4 au carré, 12. 16, pardon, oulala, 16. 4 fois 4, 16.
3 au carré, 9. 16 plus 9, 25. On trouve le même résultat. Comme on trouve le même résultat, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, vous avez la phrase, vous devez écrire cette phrase, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle car BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. On retrouve l'égalité de Pythagore. Si on la retrouve, c'est que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Si on avait trouvé deux résultats différents, d'accord, le triangle ne serait pas rectangle. Voilà, donc ça, c'est pour la réciproque. Maintenant, on va passer au théorème. Théorème, hop, on va changer. Donc, le théorème, c'est un peu différent. Vous avez un triangle. Sauf que là, le triangle il est forcément rectangle. Soit on vous le donne dans la figure, comme ça, avec un angle droit, soit on vous le dit dans l'énoncé. Le triangle est rectangle, ou alors, si c'est avec dans un contexte particulier, avec par exemple un mur, le sol, on vous dit le mur est perpendiculaire par rapport au sol. Donc ça veut dire qu'il y a un angle droit, etc. On vous donne deux longueurs. Et là, il y a deux cas différents. Soit on vous donne les longueurs qui sont adjacentes à l'angle droit, du coup on cherche l'hypoténuse. Soit on vous donne l'hypoténuse plus une autre longueur, et du coup on cherche la troisième. Donc là on va commencer par exemple avec, on vous donne celle-ci, celle-ci, voilà, et puis celle-ci. 6 et 8, et on cherche BC. Premièrement, il faut écrire le triangle et rectangle. Le triangle ABC et rectangle en A. Puisque ça, c'est une condition nécessaire pour utiliser le théorème de Pythagore. Si je n'ai pas cette condition qui est satisfaite, je ne peux pas utiliser le théorème de Pythagore. Il faut absolument que le triangle soit rectangle. Et rectangle en A ici. Voilà, le triangle ABC et rectangle en A. Je peux appliquer le théorème de Pythagore. Je peux appliquer, bon je fais des abréviations mais vous ne devez pas, le théorème de Pythagore. Point. Et du coup on écrit l'égalité de Pythagore. Et je rappelle, l'égalité de Pythagore c'est toujours l'hypoténuse, tout seul au carré, égale la somme des carrés des deux autres côtés. Donc l'hypoténuse ici, toujours le côté opposé à l'angle droit, ce sera toujours le plus grand. Et aussi, donc c'est côté opposé à l'angle droit, c'est BC. BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. On remplace ce qu'on connaît. BC on ne connaît pas donc on laisse. AB on connaît, ça fait 8 au carré. AC on connaît, ça fait 6 au carré. 8 au carré, 64. 6 au carré, 36. La somme des deux, ça fait 100. BC au carré égale 100. Alors BC, une fois que j'enlève le carré, eh bien, il faut faire la racine carrée de 100. Et ça donne 10. Vous avez terminé. Le côté BC fait 10. Voilà, tac. Et c'est que notre résultat est cohérent, puisque l'hypoténuse, je rappelle la définition de l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle, c'est aussi le plus grand côté d'un triangle rectangle. Et là, on trouve 10, qui est supérieur à 8, qui est supérieur à 6, donc c'est cohérent puisqu'on trouve un côté plus grand que les deux autres. Vu qu'on cherchait l'hypoténuse, c'est cohérent. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, vous avez un triangle, et on vous donne, par exemple, l'hypoténuse, on vous donne celui-là, il faut trouver celui-là. Le triangle, c'est le même quasiment, d'accord? Il est toujours rectangle A, donc j'écris le triangle ABC rectangle A. On peut appliquer le théorème de Pythagore. On écrit l'égalité de Pythagore. Ici, toujours avec les lettres, on commence. L'hypoténuse est toujours tout seul. L'hypoténuse, c'est BC. On écrit BC au carré, tout seul. C'est jamais le côté qu'on cherche qui est tout seul, d'accord? C'est toujours l'hypoténuse. On réfléchit par rapport à l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est BC. On écrit BC tout seul. Égale AB au carré plus AC au carré. Les deux côtés qui sont adjacents à l'angle droit. Ok. Et maintenant, il faut effacer la suite. Parce que ça devenu faux. C'était par rapport à l'exemple précédent. On remplace les valeurs qu'on connaît. BC,
Ah, bah on connaît, c'est 5. Donc 5 au carré. AB, on ne connaît pas. Donc on laisse AB au carré. Plus AC, ça fait 3. Donc 3 au carré. On calcule. 5 au carré, 25. AB au carré, on laisse. 3 au carré, 9. 3 fois 3, 9. Maintenant, on cherche AB au carré. Donc là, pour trouver AB au carré, vu que 25 est séparé de 9, pour trouver AB, c'est comme une opération à trous. 25 égale quelque chose plus 9. Combien vaut ce quelque chose? Ben, il vaut 25 moins 9. C'est-à-dire 16. 16 plus 9, ça fait bien 25. Ok, donc on trouve 16. On passe ici. On trouve 16. Alors AB, combien vaut AB? Et bien là, on applique la racine carrée de 16. Et racine carrée de 16, ça fait 4. Voilà. Donc AB vaut 4. C'est cohérent, puisque le plus grand côté, c'était l'hypoténuse, c'était 5. Et on trouve un côté qui est plus petit que 5, donc c'est cohérent. Si j'avais trouvé plus grand que 5, je sais que j'ai faux. Voilà. Donc ça, c'est révision sur le théorème et la réciproque du théorème de Pythagore. Ça, bien sûr, vous devez savoir faire. Donc là, on a déjà fait 3 chapitres. Pythagore, théorème, Pythagore avec la réciproque et les nombres relatifs. Maintenant, on va passer au calcul littéral. Dans le calcul littéral, vous devez savoir réduire une expression. Vous devez savoir développer une expression. Et vous devez savoir produire une expression. Alors, pour réduire, on va prendre un exemple tout simple. 4x plus 5 moins 3x moins 2. Voilà. Réduire une expression, ça consiste à rassembler les termes de la même famille, si vous voulez, ensemble. C'est-à-dire les x avec les x, les nombres avec les nombres, les y avec les y, les pommes avec les pommes, les x carrés avec les x carrés, les z avec les z. Tout ça, toute la même famille va ensemble. Donc là, il y a deux familles différentes. Les x, les nombres. Petit problème, petit couac, vous avez une parenthèse qui traîne ici. Il faut l'enlever. Parce que les parenthèses sont prioritaires, on doit faire le calcul dedans. Le problème, c'est que le calcul dedans, 3x moins 2, vous ne savez pas faire. Ce sont deux familles différentes. Vous ne pouvez pas les soustraire ni les additionner. 3x fois 2, vous savez faire. Ça fait 6x. 3x fois 2, 6x. 3x moins 2, ça ne fait pas 1x. Surtout pas. Ça ne fait pas non plus 1. 3x moins 2, ça reste 3x moins 2. Point. Du coup, il y a trois manières, il y a trois cas, on va dire, pour enlever les parenthèses. Soit le cas où le nombre, ou la lettre, peu importe, est collé à la parenthèse, ou alors il y a un signe fois. Donc là, ça s'appelle développer, qu'on verra ensuite. Soit vous avez un signe plus devant la parenthèse, et là c'est très simple. On enlève la parenthèse. On ne change rien. Soit, il y a un signe moins. Et alors quand il y a un signe moins, eh bien, vous enlevez la parenthèse, le signe moins, et tout ce qu'il y avait dans la parenthèse, vous prenez l'opposé. C'est-à-dire, si c'était positif, ça devient négatif. Si c'était négatif, ça devient positif. On va voir avec l'exemple qui est là. 4x plus 5, on le réécrit en entier dans l'ordre. Voilà, hop. Et il y a un moins, une parenthèse. Ça tombe bien. Du coup, le signe moins, j'en prends plus compte. La parenthèse, j'en prends plus compte, j'enlève. Je regarde juste 3x moins 2. Juste ça, je regarde ça. On commence dans l'ordre. 3x. 3x dans la parenthèse, juste dans la parenthèse, 3x, c'est positif. Puisqu'il n'y a pas de signe devant. C'est comme s'il y avait un signe plus, c'est positif. Mais comme il y a un moins devant la parenthèse, on avait dit qu'on changeait. Donc plus 3x va devenir moins 3x. Moins 2 ensuite. Moins 2 est négatif. Mais on avait dit, s'il y a un signe moins devant, la parenthèse, c'est le cas, il change. Donc le moins 2 devient, tac, plus 2. Maintenant qu'il n'y a plus de parenthèse, on regroupe. Le 4x, il va avec le moins 3x. Le plus 5, il va avec le plus 2. On continue. 4x moins 3x, c'est comme 4 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. Mais comme ça fait partie de la famille des x, on rajoute un x. Plus 5 plus 2, ça fait 7. Plus 7. Terminé.
éventuellement, on peut écrire ça ensuite. 1x plus 7, c'est pareil que x plus 7 éventuellement. Voilà. Là, j'ai réduit. J'avais 4 termes à la base, j'en ai plus que 2. Donc j'ai réduit mon expression. Alors maintenant, on va passer à développer une expression. Développer une expression, c'est quand vous avez un nombre ou une lettre, ou les deux, ensemble, 5x, multiplié, ou collé du coup, c'est pareil, comme multiplier, hein, à une parenthèse, avec dans la parenthèse une somme ou une différence. Somme ou différence. On va faire avec une différence, allez, on va faire une différence. Et puis, dans la parenthèse, deux termes de famille différentes, on va dire 2 moins 3x. Voilà, famille différente, nombre x, voilà, très bien. Eh bien, développer cette expression, ça consiste à utiliser la distributivité simple. Distributivité simple, c'est, je rappelle, le nombre qui est là, le facteur de tout ça, on le multiplie avec 2 une première fois, ça devient 5x fois 2. Le signe qui est de là, le moins ou le plus, je le mets ici directement, voilà, c'est le même. Et enfin, deuxième flèche, je distribue une deuxième fois le 5x avec le terme suivant 3x. Donc j'écris 5x fois 3x. Puis après, je peux calculer 5x fois 2. 5 fois 2, 10. Avec le x, 10x. Le moins, il ne bouge pas. 5x fois 3x. 5 fois 3, 15. X fois x, on n'oublie pas, ça fait x carré. Et du coup, 10x moins 15x carré, on ne peut pas aller plus loin, puisque vous avez la famille des x, une soustraction, la famille des x carré, donc deux familles totalement différentes, donc on s'arrête là. Point. Vous avez réussi à développer cette expression. Très bien. Et dernier point, produire une expression. Là, c'est un peu différent. Si vous avez, je ne sais pas, ça peut être un programme de calcul, ça peut être une figure, voilà, etc. On vous dit, exprimer en fonction de x ce quelque chose, ce programme de calcul, l'aire de la figure, le périmètre de la figure, ce tour de magie, voilà, peu importe. Et bien du coup, si on prend un exemple, voilà, hop, je prends une figure. On va dire que c'est un rectangle, peut-être plus simple. On vous dit que ce côté-là, il fait 3, et ce côté-là, il fait 2x. C'est un rectangle, donc les côtés ici sont égaux. Voilà, tac. Exprimer le périmètre de cette figure en fonction de x. Ben, du coup, le périmètre, c'est le contour. Comme il y a des côtés qui sont exprimés en fonction de x, le périmètre va être exprimé en fonction de x. Donc là, le périmètre, j'additionne tout. Donc j'ai 2x, plus 3, plus encore 2x, plus encore 3. On réduit 2 et 2, 4x, 3 et 3, 6. Voici le périmètre en fonction de x. On va faire pareil avec l'aire de ce rectangle. L'aire d'un rectangle, la formule, c'est longueur fois largeur. La longueur, c'est 2x. La largeur, c'est 3. 2x fois 3, 6x. Voici l'aire du rectangle exprimée en fonction de x. Deux choses différentes, hein. C'est normal. Ici, on a calculé deux choses différentes, l'aire et le périmètre. Voilà. Donc ça, c'est produire une expression littérale. Voilà les petites bases à connaître sur le calcul littéral dans ce qu'on a vu. Alors ensuite, on a vu aussi les fractions. On a vu dans les fractions les additions, les soustractions, et il y aura aussi les multiplications. Alors les additions et les soustractions, c'est particulier, on a le droit de les faire seulement, donc plus et moins, seulement lorsque les dénominateurs sont égaux. S'ils ne sont pas égaux, eh bien on ne peut pas faire. Pas possible. Enfin, pas possible. Si, c'est possible. Mais il faut justement les mettre, ces deux fractions, sur le même dénominateur. Du coup, on va prendre deux exemples. Deux bons exemples. Alors bon, on va peut-être même commencer avec un premier. 2 tiers plus 1 tiers, bah voilà, bingo, même dénominateur. Du coup, c'est simple. J'additionne les numérateurs, 2 plus 1, 3.
Je garde le dénominateur, c'est des 3. 3 sur 3. Bon, 3 sur 3, on simplifie, ça fait 1. Voilà. Premier cas, le plus simple. Deuxième cas. 3 cinquièmes plus 2 dixièmes. Deuxième cas, c'est quand les dénominateurs ne sont pas égaux, mais ils sont multiples l'un de l'autre. C'est-à-dire que 10, qui est le plus grand ici, eh ben, il est dans la table de 5. C'est pareil que 5 fois 2. Du coup, pour avoir ces deux fractions avec le même dénominateur, il suffit de prendre cette fraction-là, avec 5, et on veut arriver à 10. Alors, pour aller de 5 à 10, je réécris 3 cinquièmes, pour aller de 5 à 10, il faut multiplier 5 par 2. Mais attention, une fraction reste égale à une autre fraction, c'est-à-dire qu'une fraction ne change pas, si on multiplie ou si on divise par un même nombre au dénominateur et aussi au numérateur. Sinon, la fraction n'est plus égale. Donc là, si je fais x2 en bas pour arriver à 10, eh ben, je dois aussi faire x2 en haut. Et le 2 dixièmes, j'ai déjà 10 en bas, donc ça tombe bien. Alors, 3 fois 2, 6. 5 fois 2, 10, parfait, c'est ce que je voulais. Plus 2 dixièmes. Donc là, c'est le même calcul que ça, sauf que ça, je ne peux pas faire, ça, je peux faire. Puisque là, je n'ai pas le même dénominateur, là, j'ai le même. J'ai juste transformé ma fraction 3 cinquièmes en 6 dixièmes. C'est la même fraction, avec des nombres différents, que j'ai pris exprès pour pouvoir faire cette addition. Et puis ensuite, 6 plus 2, 8, et je garde le 10. Et éventuellement, on peut simplifier cette fraction en divisant par 2. 4 cinquièmes. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième cas. Quand les dénominateurs sont multiples. Et maintenant, quand les dénominateurs ne sont pas multiples, exemple, 6 septièmes, allez, on va faire moins 2 dixièmes. Et bien là, 7 et 10, ils ne sont pas multiples, puisque 7 fois 1, ça fait 7, mais 7 fois 2, ça fait 14. On ne peut pas trouver 7 fois quelque chose donne 10. Dans la table de 7, il n'y a pas 10. Donc 7 et 10 ne sont pas multiples. Du coup, pour faire ce calcul, eh bien là, une méthode qui marche aussi avec le cas précédent. Mais le cas précédent, on va dire, c'est plus rapide peut-être de le faire comme on a réfléchi avant, en cherchant dans quelle table était le 5, voilà, ça fait 5 fois 2, 10, etc. Là, c'est plus compliqué. Soit on cherche la table de 7, on cherche la table de 10, on regarde le premier en commun. Ou alors, moyen plus rapide, sans forcément réfléchir, mais au moins ça marche tout le temps, donc vous pouvez le faire aussi dans le cas juste avant, c'est de prendre cette fraction-là et de multiplier son numérateur et son dénominateur par le nombre qui est juste ici, 10. Et de faire la même chose avec cette fraction-là, de multiplier son numérateur et son dénominateur par le nombre qui est juste ici, 7. Et ça marche à tous les coups. C'est-à-dire, 6 septièmes, si on a bien compris, on multiplie par 10. Toujours en haut et en bas. Moins 2 dixièmes, on multiplie par 7. Toujours en haut et en bas. Et là, vous remarquez qu'on a 7 fois 10 en bas, au dénominateur, et 10 fois 7 aussi au dénominateur de l'autre fraction. 7 fois 10, 10 fois 7, ça donne le même résultat. Donc, vous aurez bien une soustraction avec deux fractions de dénominateur identiques. Bon, alors 6 fois 10, 60. 7 fois 10, 70. Moins 2 fois 7, 14. 10 fois 7, 70. Bon, parfait. J'ai une soustraction avec deux fractions de deux dénominateurs identiques. Pardon. Bon, là, il n'y a plus que 60 moins 14 à faire. 60 moins 14, 46. Sur 70. Alors ensuite, on peut encore simplifier par 2. 46 divisé par 2, 23. Parce qu'ils sont tous les deux dans la table de 2. 70 divisé par 2, 35. Voilà, 23 35e. J'ai une fraction simplifiée. C'est beaucoup mieux.
Donc voilà comment on soustrait et on additionne des fractions de dénominateurs différents. Et ensuite, il y a les multiplications. Alors ça, s'il n'y a pas plus simple. Vous n'avez pas le droit de dire qu'une multiplication de fractions, c'est compliqué. Une multiplication de fractions, exemple tout bête, 3 huitièmes fois, allez, moins 5, sixième si on veut, allez, septième, allez, voilà, ça ne change rien. Ne me dites surtout pas qu'il faut mettre ces fractions sur le même dénominateur. Ne surtout pas me dire ça. Je rappelle, mettre des fractions sur le même dénominateur, ça va vous servir pour additionner des fractions, pour soustraire des fractions. Pour multiplier, il n'y a même pas besoin de faire ça, même pas besoin de réfléchir à ça. Pour multiplier des fractions, c'est tout simple. Le numérateur qui est là, je le multiplie avec le numérateur qui est en face. Le dénominateur qui est là, je le multiplie avec le dénominateur qui est là. Bon bah 3 fois moins 5, moins 15. 8 fois 7, 56. Et c'est terminé. Voilà, vous avez terminé la multiplication. Et alors bien sûr ensuite, c'est possible qu'il y ait des calculs avec des fractions. Mais plusieurs calculs, avec des multiplications mélangées, avec des additions, des soustractions, etc. N'oubliez pas qu'on commence toujours par les parenthèses, calcul entre parenthèses, puis les multiplications. Donc s'il y a des multiplications et des additions de fractions, vous devez commencer aussi par les multiplications. On suit les priorités habituelles que vous avez déjà vues, en cinquième notamment. Et on termine ces révisions avec la proportionnalité, et notamment les pourcentages. Alors, les proportionnalités, on va parler des pourcentages, puisque ça fait évoquer les deux, et comme ça on fait directement les pourcentages. Pourcentage, ça veut dire quelque chose qu'on compare par rapport à 100. Comme si on en avait 100 en fait. C'est-à-dire, on va prendre un exemple tout simple. Il y a 30 élèves et 25 élèves, c'est plus simple. Et on va dire qu'il y a 6 élèves de cette classe qui sont bruns. Ok, voilà. 6 élèves sont bruns, parmi les 25. Question, quel pourcentage d'élèves sont bruns dans cette classe? Ben, ce que je vous conseille, c'est de toujours faire un tableau de proportionnalité avec, bien sûr, les pourcentages, puisqu'on parle de pourcentage ici, et ensuite la grandeur, ici qu'on veut, c'est-à-dire, on parle d'élèves ici, là. Et maintenant, on va mettre les données qu'on sait. Et bien, on sait qu'il y a 25 élèves dans cette classe. Donc, on le met dans la ligne élèves, et surtout pas pourcentage. Hein. Et nous, on sait aussi que dans les élèves, il y en a 6 qui sont bruns. Et ça reste des élèves. C'est pas des pourcentages, c'est toujours des élèves qui sont bruns. Donc 6. Ok. Il nous manque une troisième valeur à mettre ici. Pour pouvoir trouver la troisième. Enfin, la quatrième. Sauf que nous, la quatrième, c'est quel pourcentage d'élèves sont bruns? Quel pourcentage d'élèves sont bruns? Donc c'est la case ici qu'on cherche, nous. Le pourcentage d'élèves qui sont bruns. Et on sait que les 25 élèves, eh ben on va les comparer par rapport à 100. Puisqu'on veut un pourcentage, donc on suppose qu'au lieu d'avoir 25 élèves, on en avait 100. En fait, 25 élèves, c'est comme toute la classe, et vu que c'est toute la classe, ça correspond à 100%. Voilà, on fait une comparaison par rapport à 100. On suppose, allez, hop. Si au lieu d'avoir 25 élèves, j'en avais 100. Et bien du coup, au lieu d'avoir 6 élèves bruns, j'aurais combien d'élèves bruns? Et bien là, quatrième proportionnel, 100 fois 6 divisé par 25. Et ça doit vous donner, si je ne me trompe pas, 24. Donc là, je dois avoir 24. Et du coup, il y a 24%, du coup, c'était 24% d'élèves bruns dans cette classe. Voilà. Et on peut faire la méthode inverse. C'est-à-dire, si on inverse, hop, là je mets, on va mettre quoi?
On va changer un peu. On va dire il y a 30 élèves et 10% des élèves sont, on va changer, blonds. 10% des élèves sont blonds. La question c'est combien d'élèves sont blonds? Donc là on cherche un nombre. On va toujours mettre élèves, pourcentage, sauf qu'on efface le tableau. On recommence. Hop, hop, élèves. Il n'y en a plus 25, il y en a 30. Et on va comparer ça par rapport à 100, parce que les 30 élèves de la classe, c'est toute la classe, donc c'est 100% de la classe. Et nous, on sait qu'il y a un pourcentage, et nous on cherche combien d'élèves sont blonds. On sait que 10% des élèves sont blonds. Donc 10, il va dans pourcent également. Il y avait 30 élèves. Donc 10%, ça voudrait dire en fait que s'il y avait 100 élèves, 10 seraient blonds. C'est ce que ça veut dire. S'il y avait 100 élèves, 10 seraient blonds. Mais moi j'ai 30 élèves. Combien sont blonds? 30 fois 10 divisé par 100. 30 fois 10 divisé par 100. Si je ne me trompe pas, ça doit faire 3. Conclusion, il y a 3 élèves qui sont blonds dans la classe de 30 élèves. S'il y avait eu 100 élèves, 10%, ça ferait 10. 100%, ça correspond à l'ensemble des élèves qui sont de 30. Donc 10%, et bien 30 fois divisé par 100, ça fait 3. Voilà comment est-ce qu'on peut résoudre un problème de proportionnalité et de pourcentage avec cette méthode-là et en faisant un tableau. Même si ce n'est pas obligatoire. Voilà, donc tout ça, bien sûr, vous devez savoir le faire. Et n'oubliez pas, surtout pas, je vais le noter tout de suite, le jour de contrôle, donc lundi, vous n'oubliez pas une copie double. Double, hein, c'est écrit, copie double. Une calculatrice, puisque ça, vous ne savez pas si vous avez le droit, mais si vous ne savez pas, vous supposez que vous y avez le droit. D'accord? Donc, on suppose qu'on y a le droit. Matériel de géométrie, pareil, vous ne savez pas si vous allez devoir l'utiliser. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais vous l'amenez. Une règle pour souligner les numéros d'exercice, etc. Pour avoir le soin de la copie, puisque le soin de la copie sera évalué. Et bien sûr, des stylos, voilà. Donc une trousse. Et c'est bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Et travaillez bien pour le devoir commun.